Ok. Donc, on en est au petit b de la question 2 de l'exercice 7. Alors, on avait déjà calculé les courants I1, I2, I3. On avait calculé la résistance R3 qui faisait partie de l'association de résistance qui donnait comme résistance équivalente R, d'accord, entre les deux points A et B. Et on cherche maintenant la puissance dissipée dans la résistance R3. Alors, ce qu'on connaît, je reviens à la page précédente. Voilà. Alors, on a donc nos courants, I1, I2, I3, d'accord? Donc, on connaît le courant qui passe dans la résistance R, qui est la résistance équivalente à toute cette association de résistance. Et ce qu'on nous demande maintenant, c'est de trouver, alors sachant que R, c'est toute cette association de résistance, on nous demande le courant qui passe dans R3, sachant que le courant qui passe dans la totalité de la résistance, donc dans la résistance équivalente, le courant qui passe, c'est I3, et qu'on avait trouvé que I3, c'était 1,4 ampères. Voilà, ça c'est pour se remettre dans le contexte de notre question. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est la puissance dissipée dans la résistance R3 et non pas dans toute la résistance équivalente entre les deux points A et B. Alors, première chose, ce qu'il faut voir, c'est que le courant qui passe dans R3, ce n'est pas le courant I3. Le courant I3, quand il arrive au point B, il va se partager sur les deux branches. Donc, il y aura une partie qui passera dans la résistance R2, on va l'appeler IR2, et une partie qui va passer dans cette branche et qu'on va appeler IR3 puisque c'est le courant qui va passer dans la résistance R3. Alors attention, IR3, c'est pas ça le courant qui passe dans R4 et dans R5 puisque quand il arrive en ce point, il va se partager en deux courants, un courant qu'on va appeler IR4 et un courant IR5. Arrivé à ce point, les deux courants s'additionnent et ils vont redonner IR3 qui va traverser la résistance R3. Ça va? Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'est que le courant IR3? C'est le courant qui passe dans cette branche. Voilà. Qui passe dans la résistance équivalente à R4 en parallèle avec R5 et qui passe aussi dans la résistance R3. Alors, donc, il nous faut, pour avoir cette puissance dissipée, j'applique la loi de Joule, hein, j'écris que c'est R3 multiplié par le courant qui passe dans R3 au carré. Donc, dans cette expression, IR3, je ne le connais pas encore. Donc, on va écrire que la loi des nœuds ici donne I3 égale IR2 plus IR3. Donc, IR3, c'est I3 moins IR2. Alors, IR2, ben, on peut le connaître parce que IR2, c'est le courant qui traverse la résistance R2, mais il se trouve qu'on peut connaître la différence de potentiel VB moins VA, la différence de potentiel au bornes de R2, puisque c'est à la fois la différence de potentiel aux bornes de R2, mais c'est aussi la différence de potentiel aux bornes de R, la résistance équivalente à tout cet assemblage de résistance. Donc, si je connais VB moins VA, eh bien, je peux connaître IR2. Alors, VB moins VA, il se trouve que c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente. Donc, c'est R multiplié par le courant qui traverse la résistance équivalente. Et ce courant, ben, il se trouve que c'est le courant I3. Alors, je remplace. IR3, c'est donc I3 moins IR2. Donc, I3 moins ce que j'ai trouvé comme expression pour IR2. IR2, j'ai trouvé que c'était VB moins VA sur R2 et que VB moins VA, c'est RI2. Donc, je vais avoir, à la place de IR2, je vais mettre RI3 divisé par R2, c'est-à-dire VB moins VA divisé par R2. Alors, je regroupe les termes en I3.
Donc, j'ai I3 facteur de 1 moins R sur R2. Et je remplace dans l'expression de la puissance dissipée dans la résistance R3, c'est-à-dire R3, multiplié par le courant IR3 au carré. C'est bon? J'ai répété ça, c'est pas bon. Hein. Si, c'est bon. Le IR3, pardon, excusez-moi. IR3, puisque c'est I3 multiplié par 1 moins R sur R2. Donc, j'ai toute cette expression à mettre au carré, donc I3 au carré, et 1 moins R sur R2 au carré. Donc, c'est bon. Le résultat, c'est bien 3,92 watts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quand il a... Je n'ai pas eu le temps de dire la question. Alors, IR2, quand il arrive au point A, il se passe quoi? IR2, eh ben, IR2, quand il arrive au point A, il va se réadditionner avec IR2. D'accord? Il y a eu une dérivation. Hein. Il y a le courant I3 qui arrive au point B. Il va se partager sur les deux branches. Il y a une partie qui passe dans R2 et l'autre partie qui passe dans R3. Quand ils arrivent tous les deux au point A, eh bien, ils vont reformer le courant I3. C'est-à-dire ce qui est entré ici au point B va ressortir au point A. Je vous rappelle que, je vais revenir à la page précédente. Ikram, Abid, vous désactivez votre micro, s'il vous plaît. Alors, voilà. Regardez bien ce qu'on avait hein, dans notre circuit. On avait la résistance R entre les deux points, B et A. Et la résistance R est traversée par le courant I3. D'accord? Je redescends pour voir quels sont comment se partage le courant I3. Alors I3, il passe dans la résistance équivalente. Mais n'oubliez pas que cette résistance équivalente, en réalité, c'est tout cet assemblage de résistances. Donc ce que j'ai appelé IR2, c'est la partie de I3 qui va traverser R2, et IR3, c'est la partie du courant qui va passer dans cette branche, donc qui va ici se partager entre R4 et R5, ressortir ici et traverser la résistance R3. Une fois arrivé au point A, eh bien, les deux courants vont s'additionner et je vais récupérer à la sortie de cette résistance équivalente, je vais récupérer mon courant I3 qui est entré par le point B et qui est ressorti par le point A. Est-ce que vous êtes convaincu par ma réponse, Iman? Donc, il ne va pas dans la direction de R3. C'est quoi la direction de R3? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le courant IR2, alors, le courant IR2, quand vous arrivez à ce point-là est un nœud. Le point B est un nœud. D'accord? Donc, le courant, quand il arrive ici, le courant I3, il va se partager en deux parties. Alors, deux parties qui sont pas égales. Hein. Il y a une partie qui va passer dans la résistance R2 et une partie qui va passer dans la résistance équivalente ici à R3 en série avec R4 en parallèle avec R5. D'accord? Donc, j'ai I3 égale IR2 plus IR3. C'est bon? Et si je reprends ici à ce nœud, eh bien, j'ai IR2 plus IR3. Forcément, ça va me redonner I3. C'est bon?
Je vous rappelle que le courant I3 passé, d'après les calculs qu'on a fait la dernière fois, le courant I3, il traverse la résistance équivalente R du point B au point A. C'est ça son sens de circulation dans le circuit. C'est bon, Iman? Oui. D'accord. Ok. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, on passe à l'exercice suivant. Ça va? Bon, alors, exercice 8. On va revoir notre énoncé. Alors, exercice 8, voilà ce qu'on a. Donc, un circuit qui comporte 3 générateurs réversibles de résistance interne qui sont toutes égales. Alors, les forces électromotrices sont reliées par ces relations. Donc, E1 est 2 fois plus grand que E2 et 3 fois plus grand que E3. Et on connaît la valeur de E1, donc on connaît E2 et E3. On connaît la résistance interne de chacun des générateurs. On connaît la valeur des résistances R qui apparaissent 3 fois là, d'accord? Et on connaît la valeur de la capacité du condensateur. Alors on a un interrupteur dans le circuit, c'est bon? Et on va fermer cet interrupteur. Alors à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur K. Et on fait d'abord, alors c'est un petit peu prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe quand le condensateur est entièrement chargé. On va regarder comment se comportent les courants, la charge du condensateur, etc. Et seulement après, on va regarder le régime transitoire, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que le condensateur s'est chargé. Voilà. Donc, on a pris le problème par la fin. Étude du régime permanent. Donc, le condensateur C étant entièrement chargé, calculer les intensités des courants électriques débités par les générateurs en respectant les sens donnés sur le schéma du circuit. Quelle est la charge Q0 du condensateur? Déduire alors la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Quelle est l'énergie emmagasinée dans le condensateur? Quels sont les générateurs qui fonctionnent comme des récepteurs? Et, dernière question, établir le bilan d'énergie du circuit. Alors ensuite, étude du régime transitoire. Le condensateur étant initialement entièrement déchargé, on ferme l'interrupteur K à l'instant t égale 0. Donner l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge au cours du temps. Déterminer l'expression de la charge en fonction du temps, ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation différentielle. Au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99,9% et faire le bilan d'énergie du circuit. Alors, on y va. Alors, on est là. Régime permanent, donc on considère que le condensateur est entièrement chargé. Alors, on a déjà étudié ça dans notre cours sur la charge et la décharge d'un condensateur. Et on a vu que quand le condensateur est entièrement chargé, eh bien le courant qui traversait la branche où il y avait le condensateur devient nul. Je vous rappelle que quand le condensateur se charge, ce sont les charges positives qui assurent la circulation du courant qui vont venir se déposer. Alors des charges plus vont se déposer sur son armature positive et par influence totale, des charges moins vont apparaître sur votre armature. Ce qui fait que tant que le condensateur est en train de se charger, eh bien, il y a du courant qui va apporter des charges sur les armatures du condensateur. Et dès que le condensateur est entièrement chargé,
qui ne peut plus contenir plus de charge que ce qu'il a, eh bien, il n'y a plus de courant dans le circuit puisqu'il n'y a plus de nouvelles charges qui sont apportées pour charger ce condensateur puisqu'il a atteint sa charge totale. Donc, ce qui va se passer quand le condensateur est entièrement chargé, c'est que dans la branche où est ce condensateur, il n'y aura plus de courant. Alors, si on appelle I1, alors est-ce qu'on avait donné des noms? Non, on avait juste donné des sens. Si on appelle I1 le courant, on va garder la logique des notations, hein, c'est-à-dire que dans la branche où il y a le générateur 1, on appelle le courant I1. Dans la branche où il y a le générateur 2, on l'appelle I2. Et dans la branche où il y a le générateur E3, on l'appelle I3. D'accord? Alors, ce qu'on va déjà constater dès le départ, c'est que le courant I1 est forcément nul puisque le condensateur est entièrement chargé. On a attendu qu'il soit complètement chargé, donc il ne peut pas y avoir de nouvelles charges qui arrivent sur le condensateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant dans la branche où il y a ce condensateur. Conclusion, le courant I1 est forcément nul. Maintenant, la loi des nœuds, si on adopte ce sens des courants, si on écrit que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, j'aurai I1 plus I2 égale I3. D'accord? Mais comme I1 est égal à 0, eh bien dans cette équation, si je mets I1 égale 0, je vais avoir I2 égale I3. Eh bien, I2 égale I3, je vais l'appeler I. C'est-à-dire que si vous regardez bien votre circuit, eh bien, il n'y a pas de courant qui passe dans cette branche et il va y avoir un courant unique qui sera le courant I qui va passer dans cette maille, d'accord, et qui va traverser à la fois cette branche et celle-là, d'accord. C'est un seul courant puisque j'ai I2 égale I3 et j'appelle ce courant I. Alors, donc ma première question, c'était de trouver les courants dans mon circuit, d'accord? Les courants I1, I2, I3. Alors, j'ai oublié de mettre... Non, c'est bon. Alors, je sais que I1 égale 0, que I2 égale I3 égale à I. Eh bien, je vais dans cette maille, puisque c'est dans cette maille que le courant I passe, eh bien, je vais écrire la loi des mailles. Donc, c'est la maille B, I, J, D, pardon, B, I, J, F, D, C, B. D'accord? Donc, j'écris VB moins VI, plus VI moins VJ, plus VJ moins VF, plus VF moins VD, plus VD moins VC, plus VC moins VB. Alors, suivez bien le sens des courants pour écrire chacune de ces différences de potentiel. Alors, VB moins VI, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R. Elle est traversée par le courant I qui entre par le point B, qui sort par le point I. D'accord? Donc, ça sera plus RI. VI moins VJ, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du générateur numéro 3. Donc, c'est plus E3. VJ moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par le courant du point J au point F. Donc, c'est plus RI. C'est bon? Plus VF moins VD, c'est la différence du potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversée par le courant I de F à D. Regardez bien le sens du courant dans cette branche. Il va de F à B, c'est-à-dire ici pour la résistance petit r, de F à D. Donc, ça sera plus RI. VD moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus
du générateur numéro 2. Donc, ça sera moins E2. Et VC moins VB, c'est la différence de potentiel au borne de la résistance grand R, traversée par le courant I, du point C au point B, donc plus RI. Alors, je reprends. VB moins VI, c'est RI. VI moins VJ, c'est E3. VJ moins VF, c'est petit RI. VF moins VD, c'est petit RI. C'est cette différence de potentiel. VD moins VC, c'est moins E, et VC moins VB, c'est plus grand R I. Alors, je suis partie du point B, j'ai fait tout le tour et je suis revenue au point B, donc j'écris VB moins VB égale 0. Alors, il y a des termes qui peuvent être regroupés. J'ai deux fois le terme grand RI, j'ai deux fois le terme petit RI, donc je vais mettre deux fois la somme R plus RI égale à, je vais passer E3 et moins E2 dans le membre de droite de mon égalité, et j'obtiens deux fois grand R plus petit RI égale à E2 moins E3. Alors, on va tout écrire en fonction de E1 puisqu'on a une relation, on a deux relations. E1, c'est 2 fois E2 et 3 fois E3. Donc, E2, ce sera E1 sur 2. E3, E1 sur 3. Je fais la somme et j'obtiens 2 fois R plus RI égale à E1 sur 6. Alors, mon résultat, c'est que I3, alors mon résultat, c'est que déjà, je reviens à mon point de départ, que I1 égale 0 et que I2 égale I3 égale à I, ce sera E1 sur 12 grand R plus petit r, ce qui me donne 50 milliampères. Voilà. Est-ce que c'est bon ou vous avez des questions sur ce calcul des courants quand le condensateur est entièrement chargé? Ça va? D'accord. Ça va aussi pour tous les autres? Ok, très bien. D'accord. Bon, alors, très très bien. Donc on passe maintenant à la suite. Alors on vous demande la question suivante, c'est la question 2, c'est quelle est la charge Q0 du condensateur? Alors pour avoir la charge du condensateur, eh bien on va devoir écrire la loi des mailles sur la maille de gauche, d'accord? Donc je vais écrire sur la maille A, B, C, D, F, G, H, A. Je vais écrire la loi des mailles, d'accord? Donc VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VF plus VF moins VG plus VG moins VH plus VH moins VA égale 0. C'est bon? Alors on y va. VA moins VB, c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R qui est traversée par un courant qui est nul. Donc VA moins VB égale 0. C'est bon? Tout le monde est d'accord avec ça? Ensuite, VB moins VC. VB moins VC, c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R qui est traversée par le courant du point C au point B. Donc, ça sera moins RI. D'accord? Donc, j'écris que j'ai 0 pour VA moins VB et moins RI pour VB moins VC. Alors, je continue. VC moins VD.
c'est la différence de potentiel aux bornes entre la borne plus du générateur numéro 2 et le potentiel de la borne moins de ce générateur. Donc VC moins VD, ce sera plus E2. D'accord? Je vérifie. VC moins VD, j'ai écrit que c'est plus E2. Alors, j'en suis au point D. Donc, VD moins VF. Alors, VD moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversée par le courant dans ce sens. Il entre par le point F, il sort par le point D. Donc, VD moins VF, ça sera moins petit r I. Je redescends. VD moins VF, c'est moins petit r I. Alors, je continue, j'en suis arrivée au point F. Hein. VF moins VG, c'est la différence entre le potentiel de l'armature positive du générateur et le potentiel de l'armature du condensateur, pardon, et le potentiel de l'armature négative du condensateur. Donc VF moins VG, on a déjà vu ça plusieurs fois quand on a étudié les condensateurs, la différence de potentiel entre l'armature chargée positivement et l'armature chargée négativement dans un condensateur, c'est Q sur C. Et bien, j'écris donc que VF moins VG, c'est Q0 sur C. C'est cette fameuse charge finale, la charge du condensateur, la charge qu'il a atteint quand il est devenu complètement chargé. Donc, plus Q0 sur C. Alors, je continue. VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur numéro 1. Donc, c'est moins E1. Et voici. Donc, VG moins VH, c'est moins E1. Et enfin, VH moins VA, qui est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r, qui est traversée par le courant I1 qui est nul. Donc, ça veut dire que VH moins VA est égal à 0. C'est bon? Donc, VH moins VA égale 0. Alors, je regroupe les termes. Je vais avoir Q0 sur C, moins grand R plus petit r multiplié par I, égale à E1 moins E2. Alors, ça me donne une équation dans laquelle j'ai deux inconnus, disons plutôt deux paramètres. J'ai la charge que je suis en train de chercher et j'ai le courant que j'ai obtenu tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux très bien, dans cette équation, remplacer I par E1 sur 12 R plus grand R, d'accord? Et j'obtiens la valeur de Q0. Alors, moi, j'ai procédé autrement. J'ai utilisé mon équation de tout à l'heure, d'accord? L'équation qui m'a mené à cette expression du courant, hein. Donc, j'ai juste écrit que 2 fois R plus R multiplié par I égale à E1 sur 6 pour faire apparaître le terme grand R plus petit r multiplié par I que j'ai ici. Ensuite, j'ai multiplié la première équation par 2 et j'ai additionné les deux équations. Ce qui revient strictement au même. Hein. Ça revient à remplacer I par l'expression que j'ai trouvée et j'obtiens que 2 Q0 sur C est égal. Il y a les termes en R plus petit r multiplié par I qui disparaissent. Et je fais la somme des seconds membres des deux égalités et j'ai 7 sixièmes de E1, ce qui me donne Q0 égale 7 douzièmes de CE1. Alors, on peut faire l'application numérique. Alors ensuite, on vous demande de la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Il faut bien
bien regarder de quelle différence de potentiel on parle. Hein. On cherche la différence de potentiel VF moins VG, c'est-à-dire la différence entre le potentiel de l'armature chargée positivement et le potentiel de l'armature chargée négativement. D'accord? Donc VF moins VG, c'est Q0 sur C. On aurait pu calculer directement tout à l'heure. Hein. Et donc, il suffit de diviser la charge par C et on obtient la différence de potentiel de borne du condensateur qui vaut 7/12 de E1, c'est-à-dire 7 volts, sachant que E1, c'était 12 volts. Voilà. C'est bon? Bon. Alors, on passe à la question 3. Alors, la question 3, c'était quelle est l'énergie emmagasinée dans le condensateur? Bon, on applique la définition de l'énergie d'un condensateur chargé. Alors, il y avait plusieurs manières de calculer ça. C'est soit, je vais vous rappeler qu'il y a 3 équations qui sont équivalentes hein, pour trouver l'énergie d'un condensateur. C'est soit 1/2 de Q carré sur C, soit 1/2 de CV carré, soit 1/2 de QV. Alors, on en prend l'une des trois, peu importe. De toute façon, on connaît la charge, on connaît la différence de potentiel, on connaît la capacité, donc n'importe laquelle des trois fonctionne. Hein. Donc j'ai pris 1/2 de Q0 carré sur C et ça me donne 2,45 10-4 joules. Alors, question 4. Quels sont les générateurs qui fonctionnent comme des récepteurs? Alors, j'ai regardé les trois. Hein. Le générateur G1, ben, il ne fonctionne pas. Il n'est ni en générateur ni en récepteur puisqu'il ne débite pas de courant. Le courant dans sa branche, on a trouvé que I1 était nul. Le générateur G2 est traversé par le courant qui devrait s'appeler I2 et qui le traverse de sa borne moins à sa borne plus, donc il se comporte en générateur. Par contre, le générateur G3, il est traversé par le courant qui aurait dû s'appeler I3, du plus au moins, donc c'est lui qui se comporte en récepteur. Donc la question était quels sont les générateurs qui fonctionnent comme récepteurs? C'est le générateur numéro 3. Alors ensuite, établir le bilan d'énergie du circuit. Alors le bilan d'énergie du circuit, eh bien on a un générateur qui fonctionne. Alors c'est des générateurs réversibles. Donc il y en a un qui fonctionne en générateur, c'est G2, et l'autre qui fonctionne en récepteur, c'est G3. Donc j'écris que l'énergie fournie par le générateur G2, c'est, alors j'écris ça en termes de puissance, hein, la puissance fournie par le générateur G2, c'est sa force électromotrice multipliée par le courant qui débite, égale à l'énergie qui est reçue par le deuxième générateur qui se comporte en récepteur. Donc, c'est le produit de sa force contre-électromotrice par le courant qui le traverse. Donc, ici, ce sera E3I, plus l'énergie qui est dissipée par effet Joule dans le circuit. Et bien, dans le circuit, les résistances qui sont traversées par le courant I, j'y reviens, on va regarder bien, et celles qui sont parcourues par un circuit, par un courant, c'est grand R, petit r et grand R. D'accord? Elles sont toutes les quatre traversées par le même courant I. Donc je vais dire que c'est R I carré plus petit r I carré plus petit r I carré plus grand R I carré, c'est-à-dire 2 fois grand R plus petit r I carré. Évidemment, ces deux résistances-là, qui ne sont pas traversées par un courant,
elles ne vont pas dissiper d'énergie sous forme de chaleur. D'accord? Donc tout va se passer, tous les échanges d'énergie vont se passer là. Alors je suis dans la logique d'un condensateur complètement chargé et que je fais le bilan une fois que le condensateur a été entièrement chargé. On va voir tout à l'heure, on va refaire le bilan et le condensateur va intervenir dans ce bilan et les résistances qui sont dans cette branche vont intervenir elles aussi. D'accord? Voilà. Donc je reviens à ma question 5. Donc ça peut se vérifier par les valeurs numériques. Hein, si vous faites, si vous appliquez cette équation, si vous lui appliquez les valeurs numériques que vous avez, vous allez obtenir, il me semble, 0,04, 0,3 et 0,1. Ouais. Alors, on arrive à la partie la plus intéressante de l'exercice. C'est ce qui se passe pendant la charge du condensateur. Alors, pendant la charge du condensateur, eh bien, tout varie. D'accord? Vous avez les courants I1, I2, I3 qui varient au cours du temps. Vous avez la charge du condensateur qui varie, puisque à l'instant 0, il a une charge nulle et à l'instant final, il a sa charge plus 0. Eh bien, entre ces deux instants, je suis en régime transitoire, je suis entre ces deux instants, eh bien, la charge du condensateur, elle est en train d'augmenter. D'accord? Et les courants I1, I2, I3 vont forcément eux aussi varier. Donc, je leur donne un autre nom. Généralement, on réserve les majuscules à des grandeurs qui sont constantes et des minuscules pour les grandeurs qui varient. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, les courants, je les ai appelés grand I1, grand I2, grand I3 et la charge grand Q0. Alors ici, les minuscules, eh bien, généralement, ça veut dire que c'est des grandeurs qui sont en train de varier avec le temps. Alors, je reprends donc les notations de l'exercice. On vous a imposé les courants, d'accord? I1, I2, I3. Ils passent réellement dans ce sens. Quand vous regardez, quand vous comparez les forces électromotrices, c'est évident que ça ne peut circuler que de cette façon. Alors, on va écrire donc ce qu'on cherche. C'est la question est donner l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge Q de T au cours du temps. Voilà. Alors, on doit trouver l'équation différentielle, c'est-à-dire l'équation dans laquelle il apparaîtra non seulement la charge en fonction du temps, mais sa dérivée par rapport au temps. La dérivée de la charge par rapport au temps. Alors, on a un circuit à plusieurs mailles. Eh bien, on va appliquer les lois de Kirchhoff, d'accord? Et puis, on va voir si ça peut nous mener à cette fameuse équation différentielle qui nous donne l'évolution de la charge. Alors, loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, eh bien, j'ai deux nœuds, j'ai le nœud B et le nœud F. J'écris que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, au nœud B, ce qui entre, c'est I1 et I2. Ce qui sort, c'est I3. D'accord? Donc, I1 plus I2 égale I3. Au nœud F, eh bien, les courants qui entrent, c'est le courant I3. Et les courants qui sortent, c'est le courant I2 et le courant I1. Donc, somme des courants entrants I3, somme des courants sortants I1 plus I2. Donc, c'est exactement la même équation. Je ne l'écris qu'une fois. Je vous rappelle que j'ai besoin d'équations indépendantes. Alors, les inconnus sont I1, I2, I3 et la charge. D'accord? Je ne connais aucune de ces quantités. Donc,
Ça veut dire que si j'ai 4 inconnus, je vais avoir besoin de 4 équations indépendantes. D'accord? Je viens de trouver la première équation. Alors, j'ai regardé au nœud B et au nœud F, j'ai obtenu la même équation. Comme je dois avoir des équations indépendantes, je ne l'écris qu'une fois. Donc, I1 plus I2 égale 3. Maintenant, je vais passer à la loi des mailles. Alors, je vais prendre les mailles. Alors, les petites mailles, celle de gauche et celle de droite. D'accord? Donc, je vais écrire VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VF plus VF moins VG plus VG moins VH plus VH moins VA. C'est bon? Alors, on y va. VA moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Elle est traversée par le courant I1 qui entre par A puis sort par B. Donc, c'est plus RI1. Le voici. VB moins VC, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance grand R qui est traversée par le courant I2 qui entre par C, qui sort par B. Mais moi, je cherche VB moins VC, donc ça sera moins RI2. Donc voici moins RI2. VC moins VD, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du générateur numéro 2. Donc ça me donne plus E2. Voici plus E2. VD moins VF, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversée par le courant I2 qui entre par F et qui sort par D. Je cherche VD moins VF, donc c'est moins petit r I2. Ça va jusque-là? Alors, je continue à faire le tour. VF moins VG, c'est la différence entre le potentiel de l'armature positive du condensateur et le potentiel de l'armature négative du condensateur. Donc, c'est plus Q sur C. Le voici, mon terme. VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur G1. Donc, c'est moins E1. Et enfin, VH moins VA, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r qui est traversée par le courant I1 qui la traverse du point H au point A. Donc VH moins VA, c'est plus petit r I1. C'est bon? Donc je répète, RI1 moins RI2 plus E2 moins RI2 plus Q sur C moins E1 plus RI1 égale 0. Alors, on regroupe les termes en I1 et les termes en I2. On met les forces électromotrices dans le membre de droite de mon équation. Et j'obtiens donc, alors, pour I1, j'ai grand R plus petit r, I1. Pour I2, j'ai moins grand R moins petit r, I2. J'ai Q sur C et j'ai moins E1 qui devient plus E1 et plus E2 qui devient moins E2. Alors, comme je sais que E2 c'est E1 sur 2, ben, ça me donne E1 moins E2 égale à E1 sur 2. C'est bon? Est-ce que tout le monde a suivi comment on a appliqué la loi des mailles sur la maille de gauche? C'est bon? D'accord. Alors, on va passer à la maille de droite. Alors, je refais le dessin pour pas qu'on soit obligé à chaque fois de remonter. Alors, maille de droite. Donc, je pars du point B et je reviens au point B. Donc, j'écris VB moins VI plus VI moins VJ plus VJ moins VF plus VF moins VD plus VD moins VC plus VC moins VB égale 0. C'est bon? Alors, on y va. VB moins VI.
c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance grand R, qui est traversée par le courant I3, qui entre par B, qui sort par I, donc c'est plus R I3, plus VI moins VJ, différence de potentiel entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins du générateur G3, donc c'est plus E3, plus VJ moins VF, c'est la différence de potentiel de borne de la résistance petit r, qui est traversée par le courant I3, qui entre par J et qui sort par F, donc ça sera plus petit r I3. Ensuite, VF moins VD, différence de potentiel aux bornes de la résistance petit r, traversée par le courant I2, qui entre par F, qui sort par D, donc c'est plus petit r I2. VD moins VC, qui est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du générateur, donc c'est moins E2, plus VC moins VB, différence de potentiel aux bornes de la résistance grand R, qui est traversée par le courant I2, qui entre par C et qui sort par B, donc c'est plus RI2. Alors là aussi, je regroupe les termes en I2 et les termes en I3, d'accord? Il n'y a pas de terme en I1, donc ça me donne, pour I2, je vais avoir grand R I2 plus petit r I2, et pour I3, j'ai grand R I3 plus petit r I3, égale à moins E2 qui devient E2, E3 qui devient moins E3, donc j'ai E1 sur 2 moins E1 sur 3 qui me donne E1 sur 6. C'est bon? Alors, j'ai trois équations. J'ai la loi des nœuds, les deux lois des mailles, mais j'ai besoin de 4 équations indépendantes parce que j'ai 4 inconnus. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter comme équation? Qu'est-ce que je peux bien ajouter comme équation? Alors attention, ça doit être une équation indépendante. Ça ne peut pas être, par exemple, ça ne peut pas être l'équation aux mailles sur le contour extérieur parce que on a déjà fait ce cas-là il y a les 2 semaines. On avait regardé pourquoi est-ce que c'était pas utile de rajouter cette équation. C'est parce qu'elle dépendait des deux autres et que quand on additionnait les deux équations aux mailles pour les deux petites mailles, on obtenait l'équation de la grande maille. Donc ça ne sert à rien d'ajouter celle-ci. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, nos inconnus étant I1, I2, I3 et Q, eh bien, il faut peut-être rajouter une relation entre un des courants et la charge. Alors, quelle est cette relation? Eh bien, on regarde quel est le courant qui passe dans la branche où il y a le condensateur C. Alors, le courant qui passe dans cette branche, eh bien, c'est le courant I1. Alors, ça me donne obligatoirement une relation entre la charge du condensateur et le courant qui passe dans cette branche. Je vais pouvoir écrire que I1, c'est dQ sur dt. D'accord? Alors, on avait vu ça quand on a fait le cours sur la charge et la décharge d'un condensateur. Et on avait vu que pendant que le condensateur se charge, eh bien, le courant dans le circuit, c'était I égale dQ sur dt, Q étant la charge du condensateur. Mais dans le circuit qu'on a étudié pour voir comment se passait la charge et la décharge d'un condensateur, on avait un circuit à une seule maille. Donc forcément, le seul courant présent dans ce circuit, c'était le courant qui passait, qui traversait le générateur. Et bien ici, il faut faire attention à ça, c'est que
la relation que vous allez écrire, la relation supplémentaire, donc l'équation supplémentaire que vous allez écrire, que vous allez ajouter à vos équations de Kirchhoff, eh bien, ça va être la relation entre le courant qui passe dans la branche où il y a le condensateur et la charge de ce condensateur. Donc, l'équation qu'on va rajouter, eh bien, ça sera I1 égale à dQ sur dt. D'accord? On ne peut pas écrire la même équation pour I2 et I3 puisque I2 et I3 ne passent pas dans la branche où il y a le condensateur. C'est uniquement le courant I1 qui va apporter de la charge au condensateur, qui va lui permettre de se charger. Donc, ce n'est qu'avec I1 que vous pouvez établir une relation entre la charge et l'intensité du courant qui traverse le condensateur. Alors, ça veut dire que nos 4 équations indépendantes, eh bien, c'est l'équation au nœud qu'on a écrite au départ, les 2 équations au maille, plus cette relation entre le courant I1 qui passe dans la branche où il y a le condensateur et la charge du condensateur. Est-ce que vous avez suivi jusque-là? C'est bon? D'accord. Ok. Alors, je vous rappelle notre objectif dans cette question, ce n'est pas de trouver les 3 courants et la charge. D'accord? Notre objectif, c'est d'arriver à écrire l'équation différentielle qui va nous permettre de calculer la charge du condensateur. C'est-à-dire qu'au bout de mon calcul, je dois me retrouver avec une équation différentielle, une équation qui contiendra à la fois la charge et la dérivée de la charge. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on ne nous demande pas les courants I1, I2, I3, eh bien, on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va éliminer, on a 4 équations à 4 inconnues. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la charge du condensateur. Donc, première chose, c'est qu'on va éliminer les inconnus l'une après l'autre. D'accord? On va commencer. On utilise généralement, c'est toujours par là qu'on commence. La loi des nœuds nous donne la première transformation à faire. J'écris que I1 plus I2 égale I3. Je vais éliminer I3. C'est-à-dire que dans les 3 autres équations, je remplace I3 par I1 plus I2. Ça va? Alors, eh bien, dans ma première équation, je n'ai pas I3 qui apparaît, donc j'ai réécrit mon équation telle quelle, sans y toucher. Dans cette équation, dans la troisième équation, j'ai le courant I3 qui apparaît, donc je vais le remplacer par I1 plus I2. D'accord? Donc je vais avoir R plus petit r I2 plus R plus petit r I1 plus R plus petit r I2. Ça veut dire que le terme R plus petit r I2, je l'ai 2 fois. Donc, j'écris que j'ai R plus petit r I1, d'accord, qui provient de quand j'ai remplacé I3 par I1 plus I2, plus 2 fois grand R plus petit r I2. C'est bon? Égale E1 sur 6. Donc, je suis passé d'un système de 4 équations à 4 inconnues. Je viens de passer à un système de 3 équations à 3 inconnues. Bon, je suis déjà avancé. J'ai éliminé une inconnue. Donc maintenant, je vais éliminer. Alors, je regarde pour savoir ce qu'il faut éliminer. Alors, question. Est-ce que je dois éliminer I1 ou est-ce que je dois éliminer I2? D'accord? Si je voulais éliminer I1, il suffirait de faire cette équation moins celle-là. Et si je veux éliminer I2, je multiplie la première équation par 2 et je fais la somme. Alors, quelle est? On élimine I2. Alors, pourquoi? Voici pourquoi on élimine I2.
parce que vous avez vu que j'ai écrit on élimine I2. Oui, oui, continuez. Exactement, exactement. Alors, on va pas éliminer I1 parce que I1 va nous donner accès à la dérivée de Q par rapport au temps. Or, je cherche une équation différentielle qui fait apparaître la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, je n'ai aucun intérêt à éliminer I2. Je vais éliminer, à éliminer I1. Donc, je vais éliminer I2. Je multiplie la première équation par 2 et j'additionne. Donc, je vais avoir 2 fois R plus petit r I1 plus R plus petit r I1. Donc, je vais avoir 3 fois R plus petit r I1. Alors ici, je multiplie par 2, ça va partir avec le 2R plus petit r I2 de l'autre équation. Je vais avoir 2 fois Q sur C qui reste. Et je vais avoir, alors j'ai multiplié par 2, donc ça me donne E1 plus E1 sur 6. D'accord? Donc, ça me donne 6 sixièmes plus 1 sixième de E1, c'est-à-dire 7 sixièmes de E1. Donc, j'avais 3 équations à 3 inconnus. Je me retrouve avec 2 équations à 2 inconnus. Alors, je suis arrivée au bout de mon calcul. Il suffit maintenant que je remplace I1 par dQ sur dt et je suis arrivée à mon objectif qui était de trouver l'équation différentielle qui donne l'évolution de la charge en fonction du temps. Donc une équation qui contient à la fois la charge et la dérivée de la charge. C'est bon? Alors maintenant, question suivante. Résoudre, déterminer l'expression de Q de T, c'est-à-dire, alors, pourquoi I2, pourquoi est-ce que I2 n'est pas égal à DQ sur DT? Je l'ai expliqué tout à l'heure. On vient, regardez bien, regardez les courants. Vous avez le courant I1 qui traverse cette branche, d'accord? Donc, il va traverser, en quelque sorte, il va traverser le condensateur. Il va lui apporter de la charge, c'est-à-dire que quand le courant, faut garder à l'esprit que le courant, c'est une circulation de charge positive qui se déplace dans le sens conventionnel du courant. Donc, il va y avoir, quand le courant arrive sur cette armature, des charges plus supplémentaires vont venir se déposer sur cette armature. Et des charges moins, en nombre égal, vont apparaître sur l'autre armature. Alors, apparition de charges négatives, ça veut dire que il va y avoir un excédent de charges négatives ici et le courant va continuer à circuler pour alimenter le reste de ma branche, d'accord? Je vais avoir I1 qui circule dans toute cette branche. Donc, le courant qui apporte de la charge au condensateur, c'est le courant I1. Maintenant, je regarde le courant I2. Le courant I2, regardez ce qu'il traverse. Il traverse petit r, E2, grand R. Il ne traverse pas le condensateur. Donc, c'est pas lui qui apporte de la charge au condensateur. Regardez le courant I3. Le courant I3, il traverse grand R, E3, petit r, et puis voilà. Il a fini son chemin sans avoir rencontré le condensateur. Donc, il lui a pas apporté de charge. Le seul courant qui apporte de la charge au condensateur, c'est le courant I1, le courant qui passe dans la branche où il y a le condensateur. C'est bon, Abdash, ou pas? D'accord. D'accord. Alors maintenant,
On vous demande, alors, question 2, déterminer l'expression de Q de T. Ben, on va devoir résoudre l'équation différentielle. Alors, on a vu en cours la méthode de résolution d'une équation différentielle. Alors, on cherche d'abord la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire qu'à la place du second membre qui est 7 sixième de E1, je mets 0. Je supprime le second membre de l'équation. Alors, j'ai donc, je vais passer ce terme à droite. Je vais avoir 3R plus R dQ sur dt égale à moins 2Q sur C. On sépare les variables, c'est-à-dire que je mets à gauche ce qui concerne la charge et à droite ce qui concerne le temps. Et donc, j'ai Q qui passe à gauche, qui passe au dénominateur, dt qui passe à droite, qui va passer au numérateur, et le terme 3 fois R plus petit r, qui passe à droite, donc il va passer au dénominateur. Donc, dQ sur Q égale à moins 2 tiers de dt sur grand R plus petit r C. Voilà. Alors, on pose taux égal à 3 fois grand R plus petit r C sur 2 pour que mon expression soit plus simple. Alors, je vous rappelle que taux, c'est ce qu'on a appelé en cours la constante de temps. Alors, j'obtiens donc dQ sur Q égale à moins dt sur taux. Alors, on intègre. Alors, à gauche, j'obtiens le logarithme népérien de Q. Et à droite, j'obtiens moins t sur taux. Et j'ajoute une constante d'intégration parce que l'égalité des différentiels me donne l'égalité des fonctions à une constante près. Donc, j'ai le log de Q qui est égal à moins t sur taux plus A. Alors, je passe aux exponentielles parce que c'est plus facile à manipuler. Donc, l'exponentielle du log de Q, eh bien, c'est Q. Et l'exponentielle de moins t sur taux plus A, c'est l'exponentielle de moins t sur taux multiplié par l'exponentielle de A étant une constante, son exponentielle est une constante, et cette constante, je l'ai appelée B. Donc, Q égale à B exponentielle moins t sur taux. Voilà, ça, c'est la solution de l'équation sans second membre. Alors, attention, dans cette solution, je ne connais pas la valeur de la constante B. Alors, la solution particulière, la solution particulière, elle est toujours, quand vous avez une équation différentielle, la solution particulière est toujours de la même forme que le second membre de l'équation complète. D'accord? Alors, dans l'équation complète, de l'autre côté, j'avais quoi? Dans le second membre, j'avais 7 douzièmes de E1, qui est une constante. D'accord? Tout est connu là-dedans. Je connais la capacité, je connais la valeur de E1. Donc, le second membre de mon équation différentielle étant une constante, ma solution particulière est obligatoirement une constante. Donc, je l'appelle QP, donc solution particulière égale constante. Et je vais réécrire, alors c'était pas cette douzième, c'était cette sixième. Hein. Pardon. Hein. Je remonte à mon équation complète. Oui, c'était 7 sixièmes de E1. D'accord? Donc, le second membre de mon équation différentielle étant une constante, eh bien, ma solution particulière est une constante aussi. Et je réécris mon équation différentielle en mettant que QP est une solution de cette équation différentielle. Donc, si c'est une solution de cette équation, ben, elle obéit à cette équation. Je peux appliquer mon équation différentielle à cette solution QP. Donc, je réécris.
ma solution complète, mon équation différentielle complète avec cette solution particulière et je retiens que QP étant constante, eh bien, la dérivée de QP par rapport au temps va être égale à 0. C'est-à-dire que ce terme-là ne va pas exister. Donc, j'aurai 2 fois QP sur C égale à 7 sixièmes de E1, ce qui veut dire que QP est égal à 7 douzièmes de CE1. Donc, je viens de trouver ma solution particulière. C'est bon? Alors, la solution générale, c'est la somme de la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire ce que j'ai trouvé ici, et de la solution particulière. Donc, je fais la somme des deux. Alors, je vous rappelle que je ne connais pas, pour le moment, la constante B. D'accord? Elle provient de la constante d'intégration que j'avais quand j'ai intégré dq sur q à gauche et moins dt sur tout à droite. Et quand j'ai intégré, ben, ça me donnait cette constante d'intégration. Quand je suis passée aux exponentielles, c'est devenu exponentielle de a, c'est devenu b. D'accord? Donc, je connais toujours pas cette constante. Eh bien, je vais regarder, est-ce qu'il y a un instant particulier pour lequel je connais la valeur de la charge? Eh bien, cet instant particulier, c'est l'instant initial. À t égale 0, eh bien, le condensateur était entièrement déchargé. Ça veut dire qu'à t égale 0, Q égale 0. Donc, je remplace, je mets 0 ici, égale à B exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai 0 égale B, plus 7 douzièmes de CE1. Eh bien, ça veut dire que B est égal à moins 7 douzièmes de CE1. C'est bon? Alors, je remplace. Ça veut dire que Q est égal à moins 7 douzièmes de CE1 exponentielle moins T sur taux, plus 7 douzièmes de CE1. Je mets le terme 7 douzièmes de CE1 en facteur et je vais avoir 1 moins exponentielle moins T sur taux. Alors, la question, pourquoi est-ce que taux, c'est 3? Eh ben parce que ça s'est imposé. On revient à notre voilà ce qu'on avait. Hein. J'ai écrit que dq sur q égale à moins dt sur taux. D'accord? Et taux, ben c'est forcément tout ce qu'il y a au dénominateur. Donc au dénominateur, j'ai 3 fois grand R plus petit r, C, et divisé par 2. D'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Ok. Donc voilà. Parce que j'avais à la place du 1 sur taux, eh bien j'avais 2 sur 3 fois grand R plus petit r aussi. Voilà. Donc ma charge en fonction du temps, alors il faut remplacer taux par 3 fois grand R plus petit r c sur 2. Alors ensuite, au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99,9%? C'est-à-dire que j'écris que Q à l'instant t
T0, si j'appelle cet instant T0, Q à l'instant T0, si je mets ici à la place de T, je mets T0, eh bien ça sera égal à 99% de sa charge finale, c'est-à-dire 0,999 de sa charge finale. D'accord? Sa charge finale, c'est 7/12 de CO1. Eh bien, je serai arrivé à 99%, si vous faites 99,9%, ben vous obtenez 0,999. D'accord? Et j'écris l'égalité entre ces deux quantités. Donc j'ai le terme 7/12 de CE1 qui apparaît des deux côtés. Ça veut dire que 1 moins exponentielle moins T0 sur taux, c'est 0,999. Donc j'ai fait passer l'exponentielle à droite et le 0,999 à gauche. Donc ça me donne l'exponentielle de moins T0 sur taux égale à 10 moins 3. Donc, si j'inverse, ben, j'aurai l'exponentielle de T0 sur taux égale à 10 puissance 3. C'est bon? Et en passant au log, je vais avoir T0 sur taux égale au log de 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 3 log de 10. Donc, T0 égale à taux multiplié par 3 log de 10. Alors, je reviens à mon expression de taux, c'était 3 fois R plus petit r c sur 2. Donc, si je multiplie par 3, ça me fait 9 demi de grand R plus petit r c. Et je multiplie par log de 10. Et j'ai obtenu 2,07 millisecondes. Bon, de vérifier ça. Alors ensuite, faire le bilan d'énergie du circuit. Alors on peut faire directement 5 taux. Alors 5 taux, c'est pas 99,9. 5 taux, c'est un petit peu moins. C'est 80. Alors, c'est Wassine qui pose la question. Est-ce qu'on peut faire directement dire que T0 c'est 5 taux? Gender, désactivez votre micro, je vous entends. Alors, faire directement T0 égale 5 taux, ça ne fonctionne pas parce que si vous écrivez l'exponentielle, si vous cherchez la valeur de la charge à t égale 5 taux, eh ben vous obtenez que c'est 99, il me semble que c'est 98% de la charge complète. Donc on est à 5 taux, on n'y est pas encore. Donc il faut pousser un peu plus. Voilà. Vous pouvez faire le calcul, hein, il me semble, j'ai deux têtes comme ça, il me semble me rappeler que si vous cherchez à 5 taux, vous trouvez que vous êtes à 98% et pas encore à 99,9%. Voilà. Alors, le bilan d'énergie du circuit. Alors, le bilan d'énergie du circuit est, on va se limiter à écrire ça parce que ça oblige, si on veut faire un vrai bilan, écrire ça correctement, il faudrait qu'on ait les expressions des trois courants. Or, nous, on s'est arrêté à l'équation différentielle. Je vous rappelle que quand on applique les lois de Kirchhoff, une fois que vous êtes arrivé à une équation, à une inconnue, vous trouvez la valeur de cette inconnue et après vous remontez aux autres équations pour retrouver toutes les inconnues. Or ici, notre objectif c'était d'avoir la charge
Donc, on n'est pas remonté pour avoir la valeur de I1, la valeur de I2, la valeur de I3. D'accord? Donc, on peut le faire, hein, c'est pas du tout un problème, puisque je sais déjà que I1, c'est dQ sur dt, donc je peux déjà, à partir de l'expression de la charge, écrire I1, ensuite remonter à l'équation, aux autres équations pour avoir I2 et I3. Mais c'est un calcul qui est très très long. D'ailleurs, je me demande pourquoi cette question figure à la fin de l'exercice, parce que ça pourrait faire l'objet de tout un exercice à cause de tous les calculs que ça demande. Alors, on va juste écrire chacun des termes, d'accord? Alors, ce qui fournit de l'énergie dans ce circuit, on va remonter à notre schéma, hein. Non, c'est un petit peu haut. Voilà. Alors, ce qui fournit de l'énergie dans ce circuit, c'est les deux générateurs E1 et E2, puisqu'ils vont être traversés par des courants du moins au plus. D'accord? Ce qui va consommer de l'énergie dans ce circuit, c'est le générateur G3, puisqu'il est traversé du plus au moins. C'est toutes les résistances qui vont dissiper de l'énergie sous forme de chaleur, mais c'est aussi le condensateur qui a reçu de la charge et qui a donc reçu de l'énergie sous forme d'énergie potentielle électrique. D'accord? Alors, je reviens à mon bilan d'énergie. Alors, j'écris que l'énergie fournie dans le circuit est fournie par les deux générateurs E1 et E2. Donc, si je fais le bilan d'énergie à un instant quelconque pendant la charge du condensateur, eh bien, je vais avoir la somme de tous les E1, I1, dt entre l'instant 0 et l'instant t. D'accord? Je vous rappelle que la puissance fournie par un générateur qui est traversé par un courant I, c'est le produit de sa force électromotrice par l'intensité du courant qui le traverse. Donc l'énergie qui est fournie pendant un intervalle de temps dt, c'est E1 I1 dt. Et si vous voulez savoir quelle est l'énergie qui est fournie entre l'instant initial et l'instant t, l'instant qui nous intéresse, eh bien, vous devez faire la somme entre 0 et t. Est-ce que c'est bon pour ce terme-là? Ça, c'est l'énergie fournie par le générateur G1 à l'instant t, plus l'énergie fournie par le générateur G2. D'accord? Maintenant, je passe à l'énergie, je passe au second membre. Donc, énergie fournie par les deux générateurs égale à l'énergie reçue dans le récepteur, force contre-électromotrice du récepteur multipliée par le courant qui le traverse, multiplié par dt. Ça, c'est l'énergie reçue par le générateur pendant l'intervalle de temps dt. Et si vous voulez savoir à un instant t, ben vous intégrez entre 0 et t. Ensuite, l'énergie dissipée par effet Joule dans chacune des résistances. Donc, le courant I1, il traverse les deux résistances grand R et petit r. Donc, je vais avoir grand R plus petit r, I1 carré dt, c'est la loi de Joule. Et si je veux savoir quelle est l'énergie dissipée à un instant t, ben, je dois faire la somme de toutes ces petites énergies dissipées pendant des petits intervalles de temps de t entre l'instant 0 et l'instant t. Alors, je fais la même chose pour les résistances qui sont traversées par le courant I2. Donc, je vais avoir la somme des grand R plus petit r, I2 carré dt. Et la même chose pour les résistances qui sont traversées par le courant I3. D'accord? Dans la branche où il y a le courant I3, il y a la résistance grand R et la résistance petit r. Et enfin,
l'énergie qui est stockée dans le condensateur, qui est 1/2 de Q2 sur C à un instant T, c'est-à-dire que à un instant T quelconque, la charge, on a trouvé que c'était ça, d'accord? Et bien, je vais avoir 1/2 de Q carré sur C. Voilà. Alors, vous voyez tout de suite quelle va être l'expression de Q2, d'accord? Q2 carré sur C. I1 étant la dérivée de Q, vous imaginez tout de suite l'expression du courant I1. Donc ça va donner, ça va donner des expressions chacun des termes, chacune des intégrales dans cette équation va nous demander au minimum 2-3 lignes de calcul. D'accord? Voilà. Donc on va s'arrêter là. Je vous ai donné les pistes pour arriver au résultat final, mais je pense que ça présente pas trop d'intérêt de le faire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça vous donne le bilan à un instant T. Mais si vous faites le bilan au bout du compte, une fois que le condensateur est entièrement chargé, eh bien on va revenir au bilan qu'on avait obtenu dans la partie, dans la première partie. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Je pensais qu'on pourrait traiter l'exercice 9, mais bon, on va s'arrêter là. On fera l'exercice 9 la prochaine fois. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions qui pourraient servir de notre enregistrement ou est-ce que j'arrête? Vous avez des questions? C'est bon? On arrête? D'accord. Eh bien,